Alors j'ai l'intention de vous raconter en fait une histoire que j'ai écrite à la suite de mon voyage en Inde en fait, quand j'ai senti que pour moi il se passait quelque chose avec l'énergie de cet endroit et de cette peut-être personne, mais j'en étais pas sûre, étant donné que je ne pensais pas du tout égotiquement que j'allais pouvoir retirer quelque chose d'une personne considérée comme un maître spirituel ou je ne sais pas, mais j'étais très attirée par l'énergie et le soin, la guérison, ce que j'ai constaté en fait. Donc j'ai quand même décidé de vivre l'aventure en fait, parce que pour moi ça représentait une aventure intérieure, en même temps qu'un voyage agréable. Donc j'y suis partie bien sûr, et à la suite j'ai quand même réalisé qu'il s'était passé des choses énormes, et j'ai écrit quand même des bricoles là-dessus. Donc voilà, je vais vous les faire partager. Et c'est pas excessivement long, ça prendra peut-être plusieurs vidéos. Je sais pas encore comment je vais le faire parce que je n'ai pas l'habitude. Mais voilà. Alors à bientôt. Voilà, alors nous voilà au départ de cette nouvelle aventure pour moi, encore, de vous raconter donc, ou de vous faire partager ces écrits qui sont les écrits de cette traversée, on peut dire, de découverte. Alors ça s'appelle Zorba le Bouddha. En fait, pourquoi Zorba le Bouddha? Ben, parce que dans cet endroit, on a lié beaucoup de choses. Le plaisir de vivre, la joie d'être en Inde, la musique, le tantra, la sexualité, les méditations, les exercices physiques, un très joli endroit et en même temps, bien sûr, l'énergie divine. Donc voilà, en gros, ce qu'était cet endroit qui s'appelle Pune et qui était dans une un petit coin du Maharashtra. Donc Zorba le Bouddha, il était une fois Pune, une petite cité indienne du Maharashtra, non loin de Bombay. Ce nom, dans ma tête d'européenne, c'est comme un merveilleux fruit exotique, un peu cotonneux, poudré de rose orangé nacré, un peu astral, irréel, exhalant un parfum, plutôt une fragrance de jasmin, d'encens, de santal, avec une légère touche de cardamone. Presque 30 ans plus tard, mon cœur bat encore aujourd'hui très fort à l'évocation de ce lieu. Mon maître, Bhagwan Sri Rajneesh Osho, évidemment, ça m'émeut, y vécut de longues années. Non, je ne peux pas faire ça. Eh bien, je poursuis donc cette lecture et je vous disais donc que Prano, qui est mon nom indien, n'existait pas encore. Je ne sais rien de mon attirance pour la spiritualité. Je suis souvent dans la souffrance, solitude, superficialité, intériorité, intense et très sombre. J'ai 27 ans, je me suis déjà mariée 2 fois. J'ai bien senti que tout cela n'avait pas de sens profond. Je suis perdue, je me cherche, je ne sais pas qui je suis, n'ayant jamais, au grand jamais, eu conscience de mon moi profond, malgré mes tendances enfantines à la solitude et à la méditation. Je suis née en Algérie, et j'ai donc déjà connu et me suis identifiée à la souffrance familiale du déracinement. À la suite de ma formation d'éducatrice, je sentais un tunnel se refermer et mon envie de vivre de nouvelles aventures s'amenuisait. J'étais très déçue du monde social et de ses réponses aux misères.
Je me sentais désenchantée du milieu que j'avais choisi pour m'exprimer, et cela me rendait très anticonformiste, révoltée, agressive et très méfiante. Pas du tout sûre de vouloir faire ce métier. Fort heureusement, la Providence se manifesta pour moi en la personne de Jean-François qui faisait partie de mon groupe de psychopédagogie en formation d'éducatrice. J'avais choisi ce groupe parce qu'il me plaisait et avait l'air très anticonformiste. Alors ce groupe et moi, nous avons bien réfléchi et travaillé ensemble, refaisant le social de l'époque et retraitant du respect de l'individu. J'appris beaucoup plus tard que ce groupe de 3 personnes avait, eux aussi, rencontré un maître spirituel qui était Maharaji. Déjà connecté avec ma légende personnelle et mes coïncidences, mais pas encore tout à fait connaissance de l'énergie qui sous-tend tous ces fils. Je faisais quelques sombres confidences à JF sur le fait que j'aurais sans doute besoin de me sentir mieux avec moi-même avant que de prendre la décision de poursuivre ou non cette carrière. Peut-être une thérapie. JF me dit « Je sais ce qu'il te faut. J'ai fait un groupe cet été dans un endroit qui s'appelle Trimurti, à Kogola. Les thérapeutes sont très forts, le lieu très spécial. » Alors, donc Zorba le Bouddha 5, et voilà, j'en étais donc au chapitre j'habitais. Donc j'habitais dans une petite ferme du Luberon, dont il était difficile de m'extirper. C'était un peu pour moi comme aurait pu être une gestation chaude, sécurisante, très sobre, mais très chez moi. La petite maison des vignes, elle aussi, réveille mes émotions, parce que divorcée de mon deuxième mari, j'ai dû réapprendre à vivre, sans béquille, mais avec le soutien indéfectible de la nature. C'est aussi cette vie à la campagne et la petite maison des vignes qui fut le témoin de nos fêtes de formation, post-68 tarde, mélange d'excès en tout genre, amitié, nature, délire, sexualité, sur vague fond de spiritualité, car tels nous étions à l'époque les éducateurs sociaux, investis d'une mission de refaire le monde social et politique et de le repeindre en un peace and love socio-spirituello-politique 10 ans après 68. Le bonheur pour moi dans ce métier fut d'y croire assez longtemps et donc d'enrichir mes rapports humains de tout ce charisme emmagasiné. C'est ainsi que ce que j'appellerais le socio-spirituello-politique a été la fragrance constante qui a embrumé toute ma vie, qui a embaumé bien entendu toute ma vie personnelle, mes recherches et ma carrière, comme si 10 ans plus tard, les fleurs n'étaient plus dans les cheveux, mais s'étaient intériorisées au niveau du cœur et la paix. C'était bien de partager toutes ces fleurs intérieures. Bien sûr aussi, ces fleurs sont devenues des fleurs de lotus quand je rencontrais mon maître, les fleurs de la méditation et de la sagesse aussi. Depuis cette année de découverte et de prise d'engagement vis-à-vis de moi-même qui m'amène en Inde, jamais plus je ne pus voir des fleurs de lotus sans penser à la beauté du monde, qu'elle soit dans la vision extérieure ou avec la nature, ou bien à l'intérieur de l'âme qui m'anime. Donc, je poursuis Zorba le Bouddha 6 et je suis donc sur un chapitre qui s'appelle Colobrières dans le Var. Le pays est beau, pourquoi suis-je ici? Je sens confusément encore une étape. La solitude toujours là. Mon Luberon, gestation, je suis sortie de ton ventre nourricier comme un bébé adulte, gauche et irresponsable.
J'ai encore envie de retourner chez toi, me faire bercer par tes collines douces et baigner dans ta lumière paix. C'est ta terre qui a nourri mon âme, et ta petite maison des vignes de Costéguière qui a ouvert mon cœur. Écrire pour traverser la période d'enfance et donner ses rêves et ses illusions avant de créer une autre vie, un enfant né de la mienne. Sortir, offrir un livre venin qui circule en moi, remettre de l'ordre dans le chaos, ranger le toc dans un placard livre, découvrir enfin la cellule nourricière de l'univers, la seule, l'amour. Hop. Oui, donc le passage que je vais vous raconter aujourd'hui est un passage important parce que en fait c'est une des premières grandes surprises et découvertes que j'ai faites. Et ça s'appelle Premier contact avec la lumière, en fait. Bon, bien sûr, la lumière, l'amour, la recherche, je ne sais rien de tout cela. Je ne connais que la soif et parfois l'impuissance de sentir, de comprendre, et la soif de quoi, au juste, en fait. Donc ce quoi extraordinaire se manifeste en thérapie qui s'appelle Rebirth, travail de respiration. En fait, le thérapeute dirige ma respiration et soudain me demande d'accepter ce qui m'arrive. Comment le sait-il? Ce qui se produit est un éclaboussement lumineux au niveau de mon front et un très grand dégagement de ma respiration, et surtout une grande paix qui s'installe, en même temps que cette paix, ce bonheur, ce bien-être, ce sentiment d'être en accord avec le tout, extraordinairement va durer 6 mois. Mais quelle merveille! Je ne serai jamais plus la même conscience. J'aurai attrapé un petit bout de cette étoile que je ne connaissais pas, de cette assurance qu'elle existe, que j'existe. Bien sûr, celui que je rencontrerai quelques mois plus tard me fera comprendre qu'il ne faut pas s'accrocher au phénomène. Le phénomène nous limiterait-il pour connaître le surphénoménal, qui est finalement l'existence, la vie? Voilà, alors aujourd'hui j'arrive à un chapitre qui est mon vrai départ en fait en Inde. Donc il s'appelle octobre, novembre et décembre, puisque c'est 3 mois où je suis restée la première fois en fait dans ce coin de l'Inde. Donc, voilà. Alors après des mois d'économie et d'attente, me voilà à Pune, dans un petit hôtel colonial où je meurs de ne pas être morte. Qu'est-ce que je viens faire ici? La solitude, comme une pierre à me fendre le cœur, est là plus intense que jamais sentie. Ici, c'est l'amour que je suis venue chercher, comme une bête cherche l'eau, d'une façon animale, instinctive, comme un enfant attend le lait, avec toute l'innocence de l'espoir. Et pourquoi l'amour se serait-il caché dans ce coin de l'Inde? Et pourquoi pas? Certains l'ont trouvé par derrière un cancer, d'autres dans les yeux d'un enfant. Beaucoup, presque tous, le cherchent encore, toujours, pour l'éternité, à jamais. Tout merdouille depuis le départ de Londres au lieu de Paris, avec une semaine de retard à cause des grèves. Jusqu'au groupe de 8 personnes rencontrées au départ qui viennent avec moi pour Pune et qui se barrent juste à l'arrivée parce qu'ils sentent que ce n'est pas cela pour eux. Mais dans ce contretemps, la rencontre avec ce groupe, avec un certain feeling, peut-être l'amour qui passe puis me laisse tomber à l'arrivée. Alors, un autre chapitre qui s'appelle « Un voyage vers ailleurs », un voyage vers l'intérieur. La vue de l'avion est si merveilleuse, une nappe de nuages bleus, blancs, roses, dorés, pareille à des montagnes enneigées et cotonneuses, par plein soleil, mais beaucoup plus subtiles, comme si le degré de perception devenait supérieur,
plus fin, plus léger, plus diaphane et plus brillant à la fois. Ce ciel me fait penser à un niveau supérieur de vie. Je sens que mon compagnon de voyage, Prem Bhakta, vibre au même éclat. Il ne manque pas de me signaler une nouvelle vue, me disant c'est splendide, non, que c'est beau. J'aime cet affinement de conscience des choses, ce sentiment mystique que l'on peut atteindre la divinité sur terre. C'est cela qui m'a fait accrocher avec ce groupe de gens, l'impression, le ressenti qu'ils sont en marche vers l'être nouveau, plus humain, plus épanoui, plus conscient, plus raffiné, plus divin, qui est en train de naître. L'amour est en train de naître dans le monde, lentement, comme une respiration d'un être qui se réveille d'un sommeil qui dure depuis des siècles et des siècles. C'était assez précurseur finalement il y a presque 30 ans, je pense, ou 25. Donc ça fait quand même un climat qu'on a peut-être tendance à retrouver seulement maintenant chez les chercheurs. Sourire, c'est lui qui révèle le divin à tout le groupe. Et ils partent en Inde avec ce trésor dans la poche, comme des troubadours modernes, porteurs du message. Ils chantent air et d'autres choses dans les trains, les aéroports, encore mal assurés, comme à la recherche d'une plus grande possibilité d'éclater vers le monde leurs nouvelles encore un peu chuchotantes. Mais 68 n'est pas mort, mais mûrit à travers des airs un peu vieillots. Une nouvelle façon de vivre la vie fait ses premiers pas. Même et surtout, leur essai de trouver l'homme neuf me rapproche d'eux. Sourire fait des massages du yoga qu'il appelle Hatha Yoga. Il a déjà développé une partie de l'être divin en lui, mais il n'aime pas qu'on le lui dise, qu'il peut encore se remettre en question. Il le sait, mais l'admet mal. Donc voici le chapitre qui s'appelle Pune, Maharashtra, India, Corrigan Park. Cela fait 2 jours ce soir que je suis à Pune. Je sors un peu de la tristesse de l'absence, du malamour. 2 jours que les petits miroirs dans lesquels je me regardais, facilement ou pas, Prem, Sourire, Lolita, Sita, Satya, Lakshmi, Dasit, Sampa, Bhakta, sont repartis pour leur route, emportant avec eux mes investissements et un peu de la joie du cœur que j'ai eu à vivre avec eux, me laissant la solitude. Hier, en promenant dans Corrigan Park, non loin de l'ashram de Sri Bhagwan Rajneesh, j'ai ressenti la paix environnante comme une agression à mon état de tumulte mental. J'ai rejeté cette sensation comme si elle me dégoûtait. Je n'ai pas vu d'amour dans les yeux des oranges sannyas qui se promenaient. J'ai eu peur de m'être trompée d'endroit et mon esprit, toujours comme une machine, me répétait un pourquoi inutile, plein de pensées du genre « voilà bien un lieu très original pour des vacances de riches ». De très belles propriétés, cures spirituelles très à la mode. Tout cela m'écœure. Pourtant, Pune est un mélange très surprenant de paix et d'agitation. Les rues sont pleines de rickshaws, bicyclettes, Vespa, voitures, camions qui s'entrechoquent dangereusement sans toutefois, la plupart du temps, se choquer. Et tout ce monde-là klaxonne sans arrêt pour signaler une présence déjà quelque peu bruyante. Et malgré cela, quelque chose dans l'air fait penser au calme paisible d'une nuit de farniente. On ne se promène pas 2 minutes dans Pune sans rencontrer un orange sannyas. Pune est une ville indienne très différente de Bombay. À l'arrivée à Bombay, vue d'avion, le territoire, aperçu, fait très marécage. J'en étais à l'arrivée à Bombay.
Le territoire aperçu fait très marécage. La première respiration à la sortie de l'avion est tellement étouffante et lourde de chaleur et d'humidité qu'on peut penser l'espace d'un éclair ne jamais s'adapter à ce pays. La deuxième prise d'air révèle très vite que l'adaptation humaine ne pose aucun problème. À Bombay, je peux vivre plus librement qu'à Pune, affranchie de cette confrontation avec ma recherche d'absolu et aussi avec mes repères d'européenne. Quels que soient les vêtements que l'on porte, la longueur des cheveux, la vie que l'on mène, les gens à Bombay n'ont pas l'air d'attacher d'importance à tout cela. Peut-être occupés sont-ils en même temps par leurs propres tourments et leur karma de caste. Toujours est-il que nous sommes inclassables et injugeables par eux. Beaucoup d'Européens camés, cassés, vivent à Bombay toute l'année, plutôt mal que bien, et les gens de Bombay acceptent. C'est pourtant dur cette errance à travers la misère et la drogue, ces regards désespérés de gens lessivés de leur énergie. À Pune, tout me débecte. En ce moment, les gens ne sont pas assez beaux que ces radoteurs de journalistes ont bien voulu raconter. Et puis toute cette organisation financière, ce Orange, plus original du tout, mes cœurs, me donne envie de vomir. Pourtant, j'étais déjà arrivée, convertie au Orange. Donc maintenant, je dois vous parler de cette ashram, qui n'était pas une ashram comme les autres, mais qui était une université de thérapie. Donc Pune, cette université de thérapie, était dans un petit quartier, un quartier assez riche de Pune. Et c'était malgré tout beaucoup d'Européens très branchés, nouvelles thérapies, comme le rebirth, la bioénergie, la gestalt, les comportementalistes, les écoles de Palo Alto, Sud-Amérique, et toutes les découvertes psy après Freud. Aussi a lieu une expérimentation néo de toutes les écoles traditionnelles. Tantra, yoga, arts martiaux, et qui plus est, chant, danse et méditation, lieu où on mange, restauration, voilà, tout ça était quand même structuré dans beaucoup de domaines. Plus, il y avait des méditations qui ont été constituées par Bhagwan Osho à l'époque où il a parlé à Bombay et où il s'était rendu compte que finalement beaucoup d'Européens étaient venus autour de lui pour apprendre des choses. Et que pour eux, la spiritualité, ils pouvaient mieux la découvrir en méditant d'une manière très active, inversement à des Indiens qui, eux, pouvaient rester beaucoup plus assis et méditatifs et tranquilles que nous, les Européens. Donc il a concocté... oh non! La deuxième fois aujourd'hui, j'ai été interrompue, mais c'est pas très grave, bon, parce que j'ai la fenêtre qui est pas très loin, et voilà. Donc, comme je vous disais, des méditations spéciales, dynamiques, et chants et musique. Et il y avait beaucoup d'expressions corporelles très intenses, hein, parfois, dans ces méditations. Dont une s'appelait la dynamique, une autre la kundalini, certaines nataraj où on dansait pendant 40 minutes assez intensément, voilà, des choses de ce genre. Et donc cet ashram a attiré beaucoup d'Européens dont la thérapie n'avait pas suffi à leur parcours pourtant intense et à leur soif d'aller au bout de quelque chose
donc non étanchés. Souvent, le parcours de ces gens n'était pas banal, parfois extrêmement successful. Leur démarche est pourtant en quête d'aller plus loin, plus fort et plus intérieurement, quoi. Donc, tous ces parcours d'Européens qui étaient déjà très avancés, manquaient encore de la dimension spirituelle finalement, même s'ils ne s'en étaient pas rendus compte. Donc finalement, les voilà arrivés, tous ces gens, dans ce coin du Maharashtra. Voilà, et c'est ce que je vous raconte finalement depuis déjà quelques vidéos. Voilà, donc la suite, ben, à bientôt. Je suis Zorba le Bouddha, après cette interruption qui a été de quelques semaines. Et j'espère que vous comprenez ces allers-retours que je fais entre les écrits du passé et puis je me rends compte qu'il y a des casseroles derrière moi, donc ça m'amuse. Mais bon, ça fait décor, hein. Et donc je fais des allers-retours entre cette période où j'ai écrit et ce que je constate aussi parfois de ce que ça a produit finalement. Donc j'espère que vous suivez. Alors, donc là je retourne à Pune. Aujourd'hui j'ai le sentiment que malgré toutes ces apparences et le folklore, Bhagwan est vraiment illuminé. Vimal me dit que depuis peu, il sent l'énergie encore plus forte qu'avant. Il aurait atteint un stade plus élevé depuis peu. Bien que tout ceci et ce langage, c'est bien mystérieux, mais enchanteur tout de même. Beaucoup laissent entendre que Bhagwan n'est pas éternel. Ici, il se passe quelque chose, et on est obligé de le sentir, d'être à l'écoute. Je saisis seulement, actuellement et progressivement l'ampleur de tous ces stades de conscience. Demain, je vais commencer le groupe de centering qui est assez doux, paraît-il, et va durer 6 jours. C'est mieux d'être dans un groupe à Pune pour les contacts. C'est bien plus facile. Il y a tellement de monde, mais tellement, c'est fou. Je déménage aussi de cet hôtel, déjà investi par mon arrivée avec le groupe, pour partager une chambre avec un copain. Je me suis d'ailleurs fait rouler par le propriétaire une copie des colonialistes anglais qui m'estorque avec un air très aristocratique. Ce matin, je débute un groupe. Le but est de se centrer sur soi-même. Les exercices sont très simples mais pas évidents. Tourner avec le pied dans un sens et avec la main dans l'autre sens. Pas si évident. Je découvre que je plais. Qu'est-ce que je vais encore faire avec cela? Est-ce que je finirai de me barrer un jour? Toujours le même processus. Quelqu'un me plaît, et plus cette personne m'intéresse, plus j'ai du mal à être naturel, à aborder la relation sans la penser, à laisser aller la vie sans vouloir l'organiser. Il aura fallu beaucoup de thérapie, n'est-ce pas, pour changer? Même pendant la méditation, le processus mental ne s'arrête pas. Je pense, est-ce que je suis amoureuse? Est-ce que non? Est-ce que oui? Et le projet, c'est d'abord d'entrer dans la méditation, le non mental, la disponibilité, la réceptivité. Là, l'amour dans le non mental. Christophe, un ami, dit souvent « Une femme intelligente, quelle calamité !» Je pense que cela veut dire, ou voulait dire pour lui, une femme qui pense, qui raisonne, qui vit dans sa tête. Il n'y a rien de plus affreux qu'une humanité d'intellectuels. J'espère que ce fléau n'atteindra pas toute la terre. Il ne peut y avoir de vérité sans unité. Et le mental est division. La pensée est division.
Voici un chapitre alors qui s'appelle Je m'engage vis-à-vis de moi-même à prendre sannyas, c'est-à-dire dans la voie spirituelle. Décidément, je déménage beaucoup à Pune, comme ailleurs de toute façon. Je découvre l'explication quelques années plus tard. J'ai compris cette fameuse fidélité familiale qui conditionne nos vies et dont on est prisonnier tant qu'elle reste inconsciente. Je ne saisissais pas cette sensation de danger, de menace qui me poussait parfois, selon les circonstances, travail, affective ou argent, à n'envisager qu'une seule solution, à mon salut, fuir l'endroit où je me trouvais. J'avais cette étrange sensation de ne pas pouvoir survivre en restant sur place. J'ai déjà parlé auparavant de ce déracinement familial qui nous avait marqué, ma famille et moi, en quittant l'Algérie, et de ma fidélité à cette souffrance. Je réalise enfin un jour que ma famille elle-même, depuis tant de générations, a toujours fui un lieu pour sa survie. Alsace-Lorraine pour la guerre perdue, l'Ardèche pour la pénurie d'argent, la Tunisie devient indépendante, l'Algérie, la guerre, se sauver pour survivre. Voilà toute l'histoire familiale, et celle-ci confirmée par les deux branches générationnelles, père et mère. Je comprends enfin que je peux choisir de ne plus me mettre en danger, choisir de ne plus me mettre en danger, travail, argent, sécurité, et enfin, je ne suis plus obligée de fuir pour survivre. Bien, toujours dans le cadre de je m'engage vis-à-vis de moi-même, je reprends, donc j'ai maintenant un lit dont je peux user sur une terrasse habitée. Il y a au moins 20 personnes qui logent dans cet espace. On peut utiliser les douches, laver du linge et le faire sécher, se faire bronzer au soleil, écrire ou discuter autour d'une table ou admirer le jardin magnifique avec un très beau petit bassin en bas. C'est finalement très bien pour moi. Pendant le groupe de Centering, je suis tombée amoureuse d'un Italien pour la première fois qui faisait partie des 3 personnes du groupe leader. Évidemment. Son nom Sannyas est Chidvilas, la voix de la conscience. Une allure décontractée, des cheveux longs bruns frisés, mais une coupe très régulière, un peu enfantine, avec un air décontracté et beaucoup de sensualité dans l'expression. De la rudesse, avec beaucoup d'amour dans le regard et dans les mains. Des yeux très expressifs et un accent pour parler français à me faire fondre de plaisir. Je ne sais pas si je suis arrivée à me centrer sur moi dans ce groupe, mais sur Chidvilas, c'était très facile. Alors, donc, ces réflexions que je fais, évidemment, ne sont pas de l'époque. Et vous avez maintenant compris que ces écrits du passé me servent de base à transmettre et décrire ce parcours à travers thérapie, conscience, spiritualité, découverte et aussi émerveillement pour la vie. Et combien cette rencontre avec cet être de lumière et de paradoxe que fut mon maître Bhagwan Sri Rajneesh Osho fut capitale et facilitatrice de mon parcours. Je n'ai jamais ressenti cet attachement des dévots pour un maître à penser. Jamais, non, ce fut plutôt un émerveillement de rencontrer enfin ce moi lumineux à travers une personne qui avait fait le chemin des nuages blancs avant moi. Et j'ai toujours eu la conviction que mon incarnation, à cette époque, avait bien un lien avec cet espace en chacun de nous et que j'étais volontaire et prête pour cette découverte
d'agrandir l'espace divin en moi et sur terre. Je pense très sincèrement que j'ai choisi mon incarnation et que le but de celle-ci est toujours en marche, parce qu'il n'y a pas de but, car le but est toujours là, et à jamais là, et toujours en vie. À bientôt. Alors le soir même, je termine Centering et je commence un gros présidentiel qui s'appelle Intensive Enlightenment. 3 très longues journées pendant lesquelles soit on pose la question à un partenaire « Qui es-tu ?», soit inversement. 3 jours avec une nourriture très légère et beaucoup de discipline. Quand c'est l'heure de la promenade, il faut marcher 1 heure, sans s'arrêter, ne pas communiquer avec quiconque pendant ces 3 jours, mis à part la question, faire 2 méditations, une le matin très tôt et une l'après-midi. Manger et se laver quand le signal est donné. Il y avait des moments où je n'en pouvais plus et je voulais partir, pensant que ce groupe n'était pas bon pour moi. Je me pose déjà la question depuis 28 ans et c'est le même brouhaha mental qui répond. Et je trouvais négatif de continuer encore 3 jours. Toutefois, on nous a dit qu'on pouvait laver là notre linge sale et trouver des réponses chill. Alors, Alors j'ai essayé de jouer jusqu'au bout et j'ai eu une petite réponse. Alors que je parlais sans arrêt de mon besoin de communiquer et de rencontrer des gens, d'exprimer, etc., est monté soudain en moi comme un flash qu'en fait j'avais besoin de solitude, de ne pas me perdre dans la dispersion. C'est bête, me direz-vous, mais tout le monde a sa petite ou ses petites réponses personnelles, tout à fait bêtes pour l'environnement, mais d'une importance capitale dans leur vie. Alors, hier, je suis allée demander à Arup si je pouvais prendre sannyas. La date est fixée pour le 15 décembre. J'ai passé une très belle journée à essayer d'accepter mon besoin de solitude et jamais je n'ai eu tant de gens qui sont venus me voir et partager avec moi. Je ne me suis pas forcée au contact et il ne s'est jamais passé autant de choses. Relâche est vraiment le mot pour moi. Ne te force pas. Je me suis rendu compte depuis lors que la solitude, cependant difficile à vivre pour moi, parce que vécue comme un manque d'amour et de possibilités de partage, était aussi un énorme besoin de créativité et de recentrage méditatif. La plupart du temps, c'est dans la solitude et le calme que je me retrouve dans cet état d'amour, paix et créativité. Et ensuite, seulement arrive ce moment de réassurance et certitude avec lequel je peux retransmettre. Accepter cela n'a pas été simple dans ma vie, en grande partie à cause de cet ego de souffrance relié à l'amour. Et celui-ci, je vous en parlerai certainement dans pas très longtemps. Et pouvoir affirmer ce besoin sans culpabiliser est encore difficile pour moi aujourd'hui. Alors tous les jours amènent une chose nouvelle, pas forcément agréable, mais toujours la vie renouvelée avec ses aventures et ses surprises, ses joies et ses malheurs, sa beauté et sa laideur. À Pune, je suis amoureuse une journée et le lendemain, la personne passe et plus rien ne vibre en moi. L'aventure de tous les jours est là, dans ce coin de l'Inde, plutôt peinard, où le temps est dans l'ensemble agréable, la nature plutôt belle, les animaux très vivants, les fleurs partout et le calme paisible ambiant.
L'aventure, c'est la recherche de nos profondeurs. Et ici, tous les jours, une découverte surgit. Alors, l'énergie, bien sûr. Ce mot si galvaudé est pourtant si perceptible à Puna, si ressenti à travers le corps. C'est certainement cela le tantra. Et, en maître tantrique que fut Osho, avec ses niveaux de conscience très différents, étendus, m'a fait entrevoir, à travers beaucoup de sensations très corporelles, l'existence de cette vie invisible. Bien sûr, cette découverte aussi est de l'ordre du phénoménal, car si la vie énergétique s'installe, celle-ci devient ordinaire et n'est plus remarquée comme différente. Elle n'en est pas moins vivante et devient constance. Il en va de même pour les centres énergétiques que sont les chakras, qui, lorsqu'ils s'ouvrent, procurent une sensation particulière. Disons que quand on allume un feu, la vision est surprenante de cette flamme qui jaillit soudain et le feu poursuit ensuite son travail de feu et ne s'attise que parfois selon les vents. Tous ces phénomènes sont ressentis de manière si particulière par chacun de nous. C'est comme la vie, à la fois une et multiple. Poursuit Zorba le Bouddha, c'est finalement très dur d'avoir des moments de solitude à Puna. Sur la terrasse, c'est quand même un peu la famille, et c'est très agréable, avec des cris d'oiseaux et le soleil. Une grande table très présente et imposante offre ses services pour tous et selon les besoins de chacun. Certains y mangent, d'autres discutent, et quelquefois je peux m'y retrouver seule pour écrire. Elle permet, située au milieu de la terrasse, d'observer les allées et venues des sannyas, toute la vie du mobos, ce qui ne dérange en rien ma curiosité acceptée. L'observation m'apporte beaucoup. Il m'arrive quelquefois de recevoir les gens et de sentir en moi leur divinité. La personne coule en moi et remue l'intérieur. Une rose est posée sur la table, très offerte et parfumée, et des odeurs de cuisine indienne très épicées et frites montent jusqu'ici. Le soleil éclate partout autour, répare l'humidité de la nuit indienne, très froide finalement. Je vais bientôt partir pour la soufidance à l'ashram. Il faut que je fasse bouger mon corps qui est rouillé, m'a dit Satyarthi, qui fait des massages shiatsu. Je sens très bien cela, mais j'ai toujours la flemme de me bouger. Des résistances, bien sûr. Ces 3 derniers jours, on a beaucoup vu Bhagwan à cause de l'anniversaire de son illumination, le 11 décembre. Il est tout de même très émouvant, tout blanc et finalement fragile. Alors je vais tous les matins dans un endroit qui s'appelle le Buddha Hall et je découvre ce bonheur infini et paisible d'être en communion avec cette assemblée assise au Buddha Hall. Se lever si tôt et être si heureuse d'écouter ces cris d'oiseaux exotiques qui, attirés par cette foule silencieuse et méditative, faisaient ressentir encore plus la profondeur de cette harmonie matinale. Difficile de décrire cette atmosphère, joyeuse, légère, sacrée au-delà des mots, si profonde dans sa légèreté. Oublier mon impatience, la fraîcheur du matin, sentir au plus profond que je suis à ma place, et puis voir avec étonnement et émerveillement et amour arriver cet être qui ne marche pas, mais semble glisser, les mains jointes, vers son grand fauteuil. Le silence et la communication et le partage encore plus palpables. L'écouter et oublier le temps. Tout comprendre de ce qu'il dit, entendre, comprendre en anglais et savoir en hindi
et savoir avec certitude que la vérité n'est pas ce qu'il dit, mais la sensation d'exister dans l'énergie de la vie, ici et maintenant. Savoir que c'est unique, que quand je vais me mettre à réfléchir, je vais perdre cet état. Et je vous parlerai bien sûr de cette forme de télépathie et cette impression de comprendre que peut-être existe dans ces gens qui font la transmission de certains guides ou bon, j'y ai réfléchi, mais je vous en parlerai sûrement à un autre moment. Alors ce soir, je prends Sannyas. Nous sommes le 15 décembre. Je n'arrive pas à m'expliquer l'état dans lequel je suis. C'est un mélange de paix et d'inquiétude, de certitude et de nuages. Le sentiment d'être tout à fait là et aussi tout à fait ailleurs. Je croyais que j'allais beaucoup penser toute la journée au moment du darshan, mais non. Quel bonheur hier soir de partager la joie d'un nouveau sannyas à peine sorti de Krishna House. Cette soirée, j'ai senti très fort qu'il fallait que je prenne la décision de vivre, que personne ne le ferait à ma place, même pas Bhagwan. Immédiatement, j'ai senti que vivre, c'était prendre des risques. Hier, Nissima m'a dit que j'avais beaucoup changé depuis le stage de Pâques à Triangle. L'année dernière, c'est vrai que je sens une transformation de l'intérieur. J'ai l'impression qu'un écrin fait de coussins de soie s'installe à l'intérieur de moi pour recevoir quelque chose de très fragile et magnifique. C'est à partir du stage à Pune, à Triangle, que les gens me sont devenus plus proches. Et c'est l'ouverture de l'écrin pour moi. Aujourd'hui, j'avais une individuelle de 20 minutes avec Somendra. L'amour coule de ses yeux et je me suis sentie tout en confiance avec lui. Il paraît que c'est un homme proche de l'illumination. Il a dit à Bhagwan, « Tu me déchires le cœur ». Et Bhagwan lui a répondu, « Tu es dans le cœur, mais c'est mon rôle de te le déchirer, de faire ça pour toi. » L'illumination est au-delà du cœur. Somendra m'a dit que mon ouverture était très grande déjà et qu'il manquait très peu pour ouvrir mon cœur totalement. Mais qu'il fallait que je garde cette petite protection en France, que c'était trop dangereux pour moi. Cependant, dès ton retour ici, tu peux ouvrir. Alors, ego et thérapie. Voilà. Voici le prochain chapitre qui... Alors, ego et thérapie, évidemment, il n'y a pas eu de plus gros leurre pour moi que de penser que l'ego de souffrance lié à l'amour allait lâcher sa proie aussi simplement. Il m'a fallu toutes ces années pour comprendre. L'amour lié à la misère, la souffrance, l'aide au malheur, être éducatrice, être seule, aider des gens en thérapie, travailler avec des psychotiques violents, voir quelques vies antérieures, comprendre leur enchaînement, vie vécue en solitaire, et pèlerin magnétiseur, soigner, souffrir avec les autres, aimer dans la souffrance, la culpabilité de n'avoir pas été du côté de Jésus en tant que Romain, et puis d'avoir laissé ma mère que j'adorais en Chine, seule parce que je suis mort en tombant au combat d'orgueil. Et malgré toutes ces découvertes, toujours pas de pardon envers moi-même. La miséricorde et le pardon envers soi-même est une chose essentielle. C'est ça que j'ai compris, en fin finale de ma thérapie. Se pardonner de s'être mis dans un tel pétrin de fausses croyances,
Accepter notre responsabilité avec amour pour lâcher ce conditionnement égotique. Cette vieille arabe dans le désert, morte d'un cancer au poumon pour ne pas s'être autorisée à vivre l'amour. Voilà tout ce que j'ai vu en thérapie. Mais ce fut un long parcours que je détaillerai peut-être à d'autres moments. Alors, Zorba de Bouddha, numéro 22, je pense. Donc, je continue, je suis Apuna. Le langage est ici un véhicule qui me manque. Je pense qu'il serait bon que je me mette à l'anglais, sérieusement. Je viens de comprendre aujourd'hui à quel point, si l'on dit que l'on est bien, on se retrouve coupé des autres qui n'acceptent pas. Être vraiment bien, c'est accepter cette solitude. Bhagwan doit être vraiment seul, mais en même temps tellement relié à tout, à l'univers, l'énergie cosmique. Aujourd'hui, j'ai vu une fille de l'ashram et elle m'a débité des tas d'âneries sur Triangle, un centre de thérapie. Entre autres qu'il n'y avait pas d'amour. Cela m'a beaucoup touchée car grâce à l'amour que j'ai senti chez eux, car c'est grâce à l'amour que j'ai senti chez eux que je suis venue vers Bhagwan. Je pense maintenant que c'était des cris d'amour qu'elle poussait. Elle n'est pas arrivée à sentir au-delà de la forme. Forme qui apparemment pour beaucoup de gens est très difficile à accepter à Triangle. Pendant le darshan avec Bhagwan, je croyais que j'allais avoir très peur. Et on appelle Bonazi Régine. Mon deuxième mariage. J'ai le cœur qui bat un peu, mais pas trop. J'avance devant Bhagwan, les cheveux enfouis dans un turban à cause de l'odeur. Bhagwan est allergique. Je me suis pourtant lavé la tête avec le shampoing sans odeur de l'ashram. J'arrive devant Bhagwan donc. Il me demande de fermer les yeux et pendant ce temps, trouve un nom pour moi. Puis, me demande de réouvrir les yeux et d'approcher. Et quand je suis plus près, dépose le mala, 108 perles, 108 techniques de méditation tantrique. Disant ma prano. Prano vient de prana, énergie vitale, littéralement la vie. Puis il parle pour moi 5 à 10 minutes. Je suis incapable de le dire. Je le regarde, aussi grand que peuvent s'ouvrir mes yeux, pendant qu'il me dit qu'il faut que je voie l'invisible, au-delà de la forme, et pour cela ne pas regarder avec mes yeux, et percevoir de plus en plus l'invisible. Grâce à la méditation, la prière, je pense sur le moment, mais quelle communication avec cet homme! Extraordinaire communication. Je n'ai pas peur aussi. Je veux seulement ne pas perdre une seconde de cette rencontre et écouter la traduction à mes oreilles droites m'ennuie beaucoup parce que je ne peux pas boire Bhagwan de tout mon être. Il me dit que le monde n'est qu'une illusion, Dieu n'est qu'une illusion, le maître Bhagwan n'est qu'une illusion. Le spirituel est une illusion, de même que le matériel. Toutefois, on devait s'en servir, et que le futur sannyas était une synthèse de spirituel et matériel. Alors le lendemain matin seulement, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment le mot communication qui peut être utilisé. Bhagwan est simplement un miroir. Et quand je dis simplement, c'est pour faire de l'humour. Il reflète exactement tout ce que l'on renvoie. Et comme un boomerang, une chose part de vous et vous revient. Le vide. J'ai vu le vide, mais il m'a fallu du recul pour que je comprenne. Simplement un miroir dans lequel le disciple peut se voir. C'est cela l'illumination.
n'avoir plus d'ego qui entrave et qui divise. Quand on regarde Bhagwan, il n'y a personne que le propre reflet de votre ego. Le Bouddha, la méditation. Comme je l'ai déjà dit, 108 techniques de méditation, 108 perles symboliques du mala offertes par mon maître. Voilà, arrivées dans ma vie, ces expériences méditatives qui comblent le côté aventure et découverte de la chercheuse spirituelle de la vie intérieure, mais qui contrarient énormément la personne dispersée et éparpillée de naturel instinctif et souvent trop. C'est ici l'antagonisme de la dualité. Ce qui m'amène à comprendre le processus, c'est ce cœur à cœur avec le maître dans l'instant présent de ces rendez-vous matinaux. Bien sûr, ces rendez-vous au discours, cette fusion énergétique avec l'éternel présent marquera le point de départ de cette recherche. Non pas que j'ai compris des choses, mais les ayant vécues, j'avais donc inconsciemment des points de repère. La division étant le mental égotique et la méditation, la conscience de l'être, qui ne sépare plus les plans d'existence. Alors, comme le disait Osho, la méditation est un entraînement à se tourner vers l'intérieur et l'illumination est l'univers unifié. La première technique individuelle que j'expérimentais fut celle d'être consciente du moment de vide entre l'inspire et l'expire. Ces expériences de conscience simples dans la vie de tous les jours et à chaque fois que j'y pensais avaient un impact important. J'ai aussi expérimenté une technique de rester consciente en dormant et pratiquer des relaxations musicales conscientes sur l'écoute du cœur, ce qui servait autant à moi qu'au collectif. Ceci, bien entendu, utilisé dans mon travail comme éducatrice. Et bien sûr, les méditations actives telles que la dynamique, la kundalini, qui sont bien entendu nataraj et qui sont plus sportives et qui me coûtaient un peu plus d'efforts, bien entendu. Puis aussi s'est installée une manière de travailler en thérapie et aussi avec mes tarots tantriques, thérapeutiques et initiatiques. Une sorte de méditation, écoute intuitive et active. Bien entendu, je ne peux pas détailler ici tout ce parcours. Mais il faut savoir aussi que les thérapies personnelles et les apprentissages de comment guérir de nos propres enfermements et comment aider des gens à se guérir ont été indispensables à ce travail de méditation. Car si le mental est trop cristallisé sur un problème, il ne peut y avoir de paix et de silence. Et l'âme ne peut pas accomplir son travail d'expansion. Bien, donc Zorba le Bouddha numéro 26. Je suis toujours à Pune. Hier, j'ai sorti mon centre pour la première fois, après une grosse émotion et beaucoup d'énergie dans le groupe de Français que nous étions au Mobos Hotel. Je sens ma fragilité et aussi la peur d'ouvrir complètement mon cœur et le désespoir de ne pas pouvoir aimer. Les limites sont là, jamais aussi claires, jamais aussi tristes. Le point qui est encore bloqué râle et crie, brûle dans ma poitrine. Je ne suis vraiment là, sans amour et sans passé, avec cette chose. J'ai reçu une lettre de Francine ce matin, je l'ai reconnue à l'ashram au feeling. Je n'ai pas vu l'écriture, mais je savais que c'était une lettre pour moi. Ici, beaucoup de choses se passent comme cela.
Elle m'envoie cette lettre, beaucoup de moi-même et beaucoup de Francine. Ainsi qu'une mauvaise perception de Fabienne. Elle n'aime pas que je sois à Puna. Cela réveille mon agressivité envers elle. Pourquoi cette négativité de mon chemin? Je suis très sensible à ce genre de ressenti négatif à mon égard. Cela me démonte très facilement. Décidément, ce besoin d'écrire, je le ressens de plus en plus comme une nécessité d'affirmer ce que je suis, d'être enfin reconnue après une enfance relativement dévalorisante. Comme souvent à l'époque, n'est-ce pas, quand on réussissait pas forcément dans les études brillamment, mais qu'on était plutôt branché sur la vie, la nature, la méditation, la créativité et des choses de ce genre. Je sens bien que la vie à Puna pour moi n'est pas possible à cause de ce besoin de m'affirmer. Je ne parle pas anglais, ou très mal, et ici tout se passe dans cette langue. Et bien que ce ne soit pas l'essentiel, c'est tout de même très important pour l'expression. La personnalité, l'expression ne sont que la forme, mais tout de même, elle peut être importante pour manifester cette miraculeuse identité divine qui baigne constamment dans ce grand tout cosmique, divin et lumineux. Alors quand je parle de Puna, je ne peux le dissocier de mon apprentissage de ce lieu avec la lumière et le cosmique. Il fut pour moi la compréhension consciente de ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. La non-division, l'aspect énergie, amour et lumière de toute chose. Il me fit conscientiser combien il est important le parfum, la fragrance, l'originalité de chaque unité de cette parcelle de Dieu, de cette énergie divine. À Puna, beaucoup de gens cherchent à diminuer leur ego. Moi, je cherche à en prendre conscience pour jouer avec, accepter ce que je suis, m'affirmer dans le monde. C'est bien ce que m'a dit Somendra. Pas facile. Aujourd'hui, je suis amoureuse de Nartano. Ce n'est pas facile non plus avec lui. Son nom est Danser la vie, mais pour l'instant, il ne danse pas tous les jours. Alors, vous l'avez compris, il s'est agi à ce moment-là de prendre conscience, encore une fois, que le travail de thérapie devait aller avec ses recherches méditatives et cette compréhension d'être avec la méditation, d'être soi et de prendre bien entendu à travers cela aussi conscience de ses propres limites, de ne pas être et pourquoi. Parce que en comprenant qu'est-ce que c'est l'ego et ses cristallisations, on saisit la valeur d'une remise en question pour être plus réel, plus près de cet être qui est seulement existentiel et sans limite. Donc il y a eu des techniques de recentrage, il y a eu des techniques de gestalt, il y a eu du rebirth, qui était à l'époque en tout cas sans doute des vieilles techniques de yoga traditionnelles retrouvées et qui permettaient de traverser des stades de blocage à travers la respiration
et de sentir où étaient les blocages énergétiques et de prendre conscience de à quel moment peut-être à la naissance, c'est pour ça que ça s'appelait Rebirth, ça s'était produit et de libérer beaucoup de ces espaces respiratoires, ce qui m'a, au bout de quelques séances, beaucoup libéré énergétiquement et de me sentir déjà mieux. Ensuite, j'ai fait des formations de Rebirth qui n'ont pas mené très loin. Et puis j'ai fait des formations de massage dont j'ai peut-être un peu profité, mais pour la compréhension énergétique en général et pour mon bien-être personnel. Mais non plus, ça n'a pas été les techniques qui m'ont convaincu d'une grande transformation, simplement des passages, évidemment. Et ensuite, après être rentrée en France, créer une petite ashram, nous avons traversé des périodes où il y avait des thérapeutes qui venaient dans cette petite ashram qui était à Avignon. Et à ce moment-là, nous avons travaillé des groupes qui s'appelaient des hypnothérapies. Et là, il s'est passé quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de relaxation, beaucoup de retour à l'unité à travers ces relaxations, ces méditations. Et ces confrontations, alors avec cette forme d'hypnose autosuggérée ou en travaillant avec quelqu'un d'autre. Donc là, il s'est passé des choses importantes au niveau de l'expansion de ma conscience. Voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup plus tard, enfin ce moment d'expansion de conscience a été très important. Il s'est produit deux fois aussi dans ma vie. Donc encore une grosse libération, c'est-à-dire que j'ai senti mon corps physique non limité et beaucoup de perceptions que mon corps était à 400-500 mètres encore existant et fluide et très moi quand même. Donc ça a été un passage important de mes prises de conscience. Voilà, je vous raconterai encore d'autres thérapies avant de finir ce, cet écrit, en gros, euh, qui était ce voyage et sa signification dans ma vie. Tiens, alors Zorba le Bouddha numéro 29, je crois. Et j'avais commencé à vous parler de ce parcours en thérapie. Et j'en étais après Avignon, en gros, et cette petite ashram que j'ai quittée assez rapidement pour poursuivre mon travail d'éducatrice et faire encore quelques remplacements dans le Vaucluse. Et ensuite, j'ai été dans les Cévennes, au-dessus de Saint-Jean-du-Gard, dans un endroit qui s'appelait Saumanne. Et j'avais déjà entrepris à Aix-en-Provence une formation de programmation neurolinguistique qui était faite ici, sur place, entre Aix et Pertuis. Et me voilà finalement à trouver du travail dans les Cévennes, dans un centre d'autistes psychotiques,
Et donc, encore une fois, dans une certaine difficulté à vivre la violence et ce travail. Mais bon, dans un lieu agréable, avec des responsabilités sympathiques, voilà, j'avais décidé de participer à une activité restauration et, et dans la cuisine avec du personnel aussi de restauration. Et donc les psychotiques travaillaient avec nous. Et ça, cette présence dans les Cévennes était concomitante avec cette formation de programmation neurolinguistique. Et du coup, j'ai quand même beaucoup appris de ces techniques de programmation neurolinguistique qui utilisaient énormément les ressources qu'on n'utilisait pas dans les situations, et avec énormément de travail de technique et d'écoute. Et c'était vraiment quelque chose d'assez efficace pour reprogrammer des conditionnements négatifs et retrouver des ressources personnelles. Et finalement, j'ai fini cette formation, j'ai été jusqu'au master et le mémoire que je voulais entreprendre n'a pas été accepté parce que je pensais faire un mémoire avec les correspondances entre les niveaux logiques en PNL et les niveaux d'évolution de chaque chakra. Et ce travail n'a pas été accepté, donc j'ai pas fait ce mémoire. Mais dans mon parcours, j'ai continué à m'intéresser à ces évolutions énergétiques et conscientes. Voilà. Ensuite, de cet espace de... Donc ça m'a beaucoup servi pour comprendre que tous les conditionnements pouvaient être transformés, réajustés, devenir plus performants aussi, et que tout finalement était possible, qu'il suffisait de peut-être prendre conscience et y travailler, et qu'on pouvait aussi beaucoup travailler sur nos croyances qui étaient très limitantes parfois. Et donc je m'y suis employée pas mal de temps. Et pour finir cette formation, je suis d'ailleurs revenue dans le coin de Aix-en-Provence, où j'ai retrouvé cette fois un travail avec des enfants atteints de handicap physique et mentaux aussi. Et là, j'ai découvert encore un autre monde finalement. Donc voilà pour cette partie qui était la partie programmation neurolinguistique. Alors je poursuis Zorba le Bouddha et des thérapies. Donc en fait, après être redescendu des Cévennes, et tout en poursuivant mes cours de programmation neurolinguistique, je contacte une personne pendant les groupes qui me parle d'une
nouvelle manière pour lui d'aider des gens. Et on discute et je dis que finalement, moi, ce que j'avais trouvé de plus concluant jusqu'alors était quand même la programmation neurolinguistique. Et tout en souriant, il me dit peut-être que il y aurait des choses qui peuvent t'aider beaucoup plus. Donc c'était une personne qui était cancérologue à Marseille, après avoir fait beaucoup d'années d'urgentiste, je pense, et le docteur Sabat. Donc, bien que sur le moment je ne sache pas du tout de quoi il me parlait et qui il était. Et puis, quelques temps plus tard, peut-être une année, peut-être un peu moins, j'apprends que ce fameux monsieur docteur Sabat donne des conférences à Marseille qu'il appelle la biologie totale des êtres vivants. Je ne fais pas trop le lien dans un premier temps, mais la biologie totale des êtres vivants présentée de cette manière et pour parler des personnes et de la vie en général et des conflits personnels, ça m'intéresse, donc je vais à cette conférence. Et cette personne nous démontre que finalement tout organisme vivant a une manière de se défendre qui souvent pour survivre, une manière de se défendre pour survivre qui est la maladie, l'accident, peut-être des fois même ça peut aller jusqu'à la mort, mais cet mécanisme de défense existe dans tout ce qui est vivant, et pas seulement chez nous. Voilà. À la suite de ça, il concocte une formation qui s'appelle encore la biologie totale des êtres vivants, mais en fait qui est produit qui est du décodage biologique qui a été découvert par le docteur Hammer, qui était un Allemand, qui a lui-même qui était lui-même aussi cancérologue, qui soignait en Allemagne dans des hôpitaux et qui avait donc une grande connaissance des cancers et qui disait à la fin de sa vie, donc ou pas tout à fait à la fin d'ailleurs, puisque il a eu un long parcours, aussi on l'a négativé énormément, mais qui avait découvert, parce que lui-même ayant perdu un fils, avait découvert que lui et sa femme avaient eu un cancer et que c'était pas par hasard, c'était une réaction biologique de son corps et du corps de sa femme au décès brutal de leur fils. Donc ce docteur Hammer disait que donnez-moi une radiographie scanner du cerveau d'une personne qui a le cancer et je vous dirai où se situe le cancer dans sa tête et dans son corps, donc, puisque dans la tête nous avons reproduit tous les lieux de nos organes. Donc, et il disait donc aussi que la place de ce conflit dans le cerveau et donc dans l'organe n'était pas du tout due au hasard, mais au contraire d'une manière très 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 cartésienne et très scientifique. Ce conflit était exactement ce à quoi servait l'organe en question, ou le lieu, ou le circuit que ce cerveau dirigeait. Donc, voilà, donc je me suis intéressée à
vision des choses. J'en ai fait l'expérience, j'ai fait la formation donc de 2 ans ou 2 ans et demi, je pense. C'est ça que ça durait, quelques séminaires. Et, et j'ai fait donc cette formation de décodage biologique. Et c'est vrai que le docteur Sabat avait une grande pratique parce que ayant été cancérologue, il sentait quand la personne devenait consciente de la place de l'organe, de sa fonction et de son conflit à un moment ou de prise de conscience. Et parfois, à propos du cancer du sein, qui est un cancer de nid, par exemple, il disait à une personne, ça y est, je sens que toi, tu as compris, tu as conscientisé. Et donc, finalement, le cancer va disparaître. Parce que le cancer n'a que cette action, la maladie n'a que cette action de vouloir euh, provoquer en gros cette prise de conscience salutaire et ce changement pour survivre en fait. Donc voilà la fin de mes apprentissages essentiels en thérapie de groupe et en travail oui, d'apprentissage en groupe, en fait, et en certification, disons. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup utilisé la numérologie depuis très très jeune. Et donc, je travaille aussi avec ces destins de vie et c'est comment dire, ces choses que l'on s'est données pour apprendre. On n'arrive pas par hasard à n'importe quel moment dans la vie. Nos parents, c'est pas non plus n'importe qui. On les choisit peut-être, ou en tout cas, on est aidé pour les choisir. Et donc en numérologie, on peut aider beaucoup aussi à décrypter des conditionnements et comment améliorer toutes ces choses en fait aussi. J'ai aussi utilisé le tarot qui s'appelle le tarot tantrique et initiatique, qui est de tradition tantrique bouddhiste. Et c'est un tarot qui m'a inspirée dès le début parce qu'il parle de tantra, d'énergie, de transformation, de changement, d'acceptation, voilà. Et ça me donne une vision qui peut souvent aider des gens à avancer dans leur compréhension d'eux-mêmes finalement. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai parcouru au niveau technique. Bon, travail de massage, énergie, et bon, alimentation, toutes ces choses aussi. Mais voilà, c'est tout ça est complémentaire finalement. Voilà toute cette suite logique après ce voyage et cette rencontre. Bon. Alors, retour à la petite maison des vignes. Un mois passe depuis mon retour. Francine est venue me voir. Marie-Joëlle, que j'appelle Petit Moineau, puisqu'elle picore joyeusement, elle qui sait parfaitement ce qu'anorexie peut être triste à en mourir. Ma sœur s'est installée ici aussi. Elle a 2 amoureux potentiels, mais n'a pas encore pris de décision. La petite maison des vignes et la paix du Luberon nous sert à tous de paquebot vers une vie d'adulte où nous imaginons tous les possibles voyages. Il ne devrait donc subsister que des plus dans ma vie. Pourtant,
Autour de ma personne, tout est sombre et, comble de malheur pour moi, j'apprends que je suis enceinte. Francine regarde le test de grossesse et saute presque de joie, pendant que je pleure d'angoisse et de désespoir. Je ne peux pas, je suis malheureuse, je me sens entourée d'un brouillard anthracite, je ne peux pas assumer de vivre, de faire vivre, je culpabilise. Je demande pardon à cette entité qui m'habite, qui m'entoure. Je m'excuse de lui avoir laissé penser que peut-être je pourrais être sa mère, sa créatrice de possible, alors que je suis si vide d'espoir. Par moments, je ne sais plus qui est dans l'erreur de cette entité ou de moi. Je ne suis pas à la hauteur de la situation pour avoir laissé s'approcher une âme dont je ne peux pas assumer l'interférence avec la mienne. Difficile ce refus, mais obligatoire, incontournable. Prano, la vie a ses limites. Et c'est de cela dont il s'agit, n'est-ce pas? Ne plus croire en ses limites, transcender l'ego, être co-créateur du divin cosmique, ne plus créer des non-possibilités, mais des infinis cosmiques. Comment s'y prendre? Ou quel chemin pour arriver à cette merveilleuse réalisation? Alors à la suite un passage qui s'appelle La nuit noire de l'âme. Un passage que j'avais sauté dans mon premier jet en fait. Et il s'appelle donc La nuit noire de l'âme. À la suite de cette prise de conscience que je ne peux pas accepter cet enfant, ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme va être traversée, et cela va durer 6 mois environ. C'est là que l'on peut parler du maître que l'on rencontre quand cela devient indispensable au parcours. Franchir une étape capitale. Car je pense, trop attachée à la lumière, je n'aurais pas pu supporter cette obscurité dans laquelle je fus plongée, et ce désintéressement pour la vie aussi si angoissant en fait. Si mon engagement spirituel n'avait pas été pris juste avant, et ce soutien en fait du maître. Ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme va être traversée, et cela va durer 6 mois environ. C'est-à-dire de décembre, prise de sannyas, jusqu'en juillet environ. Et la personne qui m'a le plus aidée à ce moment-là était quelqu'un de taiseux et très méditatif. Et aussi légendaire coïncidence, celle qui m'a branchée tout au début sur cette recherche de mon chemin, en fait. Vers le mois de juillet, cette lumière que je n'avais pas pu intégrer après cette merveilleuse visite en Inde m'apparaît plus intense, plus riche de profondeur et merveilleuse de pouvoir inexploité, si vivante. Donc Zorba le Bouddha, nous voici arrivés à la fin. Alors, et voilà tout le parcours que je me suis choisi et que je voulais partager avec vous, chers écouteurs, qui seraient curieux de l'entendre. Bien entendu, entre nous, chers écouteurs, c'est mon chemin des nuages blancs et chacun le suit à sa manière. Je ne prétends pas donner de marche à suivre, mais témoigner
que chaque manière d'emprunter ce chemin est unique et merveilleux dans sa multiplicité, que c'est cela la richesse de la vie et que c'est cela que j'étais contente de partager avec vous.